Bonjour, c'est Clara Garnier-Amouroux pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le procès du vol des bijoux de Kim Kardashian s'est ouvert à Paris le lundi 28 avril. 10 gangsters, âgés de 36 à 79 ans, sont accusés d'avoir séquestré la star de télé-réalité et de lui avoir dérobé des bijoux à Paris en octobre 2016. Montant estimé du butin, plus de 6 millions d'euros. À l'époque, le vol fait la une de l'actualité. 9 ans plus tard, beaucoup des braqueurs sont âgés et malades et certains d'entre eux encourent la prison à perpétuité. Aujourd'hui, dans Code Source, Pascal Aigret, journaliste au service police-justice du Parisien, revient sur cet incroyable braquage et sur les premiers jours du procès. Autre titre de l'actualité ce matin, le procès pour le braquage de Kim Kardashian, casse du siècle pour un particulier. Ce procès s'ouvre cet après-midi à Paris, ça s'était passé en 2016. Le lundi 28 avril, le procès des braqueurs de Kim Kardashian s'ouvre à la cour d'assises de Paris. 10 personnes sont jugées pour la séquestration de l'influenceuse et le vol de ses bijoux. Pascal Aigret, ce jour-là, vous êtes sur place et ce que vous remarquez, c'est que beaucoup des hommes qui comparaissent sont désormais très âgés et pas en bonne santé. Oui, déjà parce qu'on arrive 9 ans après les faits et qu'ils avaient déjà plus de 60 ans pour la plupart à ce moment-là. Et là, ce qui frappe, c'est qu'il y a un long couloir qui mène à la salle d'assises Voltaire au Palais de Justice de Paris. Et on entend le cliquetis d'une canne. On voit un homme âgé appuyé sur un homme plus jeune, qui en fait est son fils. Et ça, c'est le cerveau présumé du braquage qui, en fait, a sa canne, un appareil auditif qui baisse la tête et puis un autre qui arrive aussi avec l'air très fatigué. En fait, on se rend compte que ce sont des hommes assez âgés et d'ailleurs 2 d'entre eux, parce qu'il y avait 12 accusés au départ, ne comparaissent pas du tout parce que l'un, qui était le receleur présumé, est décédé le 6 mars et parce que l'autre a plus de 80 ans et la maladie d'Alzheimer. De quoi sont accusés ces braqueurs présumés ? Les charges sont très lourdes en fait parce que déjà ils ont des casiers judiciaires assez fournis, donc ils sont jugés en récidive. On leur reproche non seulement le braquage, c'est-à-dire vol à main armée contre Madame Kardashian et 2 autres personnes, le gardien de nuit et sa styliste. On leur reproche la séquestration et l'enlèvement de Kim Kardashian, toute une série de délits qui font qu'ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Il y a aussi beaucoup de journalistes au tribunal ce jour-là. Il faut dire que la victime, Kim Kardashian, est une personnalité très connue car très suivie sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui elle est ? Alors Kim Kardashian, à l'époque du braquage, elle a 36 ans, elle en a 44 aujourd'hui. À l'époque du braquage, donc elle est déjà très très connue. C'est une influenceuse, elle n'est pas seulement la femme du rappeur Kanye West, avec qui elle a 4 enfants. Elle est influenceuse, elle a déjà 180 millions de followers sur les réseaux sociaux en 2016, plus de 300 millions aujourd'hui. I'm Kim Kardashian West. I'm a mother, millionaire, law student and billionaire. Tout a commencé avec une sextape qui a été diffusée sur Internet à son insu par un ancien amant. Et ensuite, par une arrivée dans la télé-réalité, notamment avec une série qui raconte l'histoire de la famille et qui a un succès incroyable. It's what makes us, the Kardashians. Et elle devient ensuite une femme d'affaires. Elle a fait de son corps, qui est le corps d'une Vénus calipige, un argument de célébrité. Et de la mise en scène de sa vie privée aussi, un argument de vente, en fait. Vous allez nous raconter les premiers jours de ce procès qui doit durer jusqu'au 23 mai. Mais avant, on va revenir sur les faits qui se sont déroulés à l'automne 2016. On est à la fin du mois de septembre et Kim Kardashian vient d'atterrir à Paris pour assister à la Fashion Week. Oui, elle adore la mode. C'est un moment aussi où elle exhibe justement ses bijoux. Et elle vient cette année-là avec sa sœur aînée, Courtney, avec sa styliste, Simone Breitner. Et elle est accueillie à l'aéroport du Bourget, puisqu'elle atterrit en jet privé, par le frère de son chauffeur habituel, qui est toujours celui qui l'accueille. Elle fait toujours à Paris des séjours express. Là, ça doit durer vraiment quelques jours. Comme souvent quand elle est à Paris, elle séjourne dans un hôtel luxueux et très discret de la rue Tronchet, dans le 8e arrondissement. Et le dimanche 2 octobre, vers 2h du matin, Kim Kardashian est seule dans sa chambre quand elle entend des pas dans l'escalier.
Racontez-nous. Oui, sa sœur et une de ses amies sont parties en boîte de nuit danser. Elles sont accompagnées de son garde du corps, donc il n'est pas avec elles. Elle pense que ce sont elles qui rentrent un peu ivres et qui font du bruit et elle crie « hello, hello ». En fait, peu avant, ce sont 5 hommes qui ont surgi dans le hall de l'hôtel, qui ont menacé le veilleur de nuit d'une arme. Il y en a 3 qui sont restés en bas, 2 qui montent à l'étage en demandant au gardien la femme du rappeur. Donc, il les conduit au premier étage, il leur ouvre la porte. Et c'est là qu'ils vont arriver, ces 2 hommes-là, menaçant le gardien de nuit, dans la chambre de Kim Kardashian. À quoi ils ressemblent ? Ils sont cagoulés, il y en a un qui porte un masque de ski, ils ont des chasubles fluo et des kawaii siglés police. Elle ne comprend rien, elle se saisit de son Blackberry, mais les braqueurs lui arrachent des mains. Et là, ce qui se passe, c'est qu'ils se mettent à crier « The ring, the ring ». Elle comprend rien. Le gardien lui traduit « mais en fait, ils veulent votre bague ». La bague, c'est sa bague de fiançailles. C'est un diamant énorme, de la taille d'un carré de chocolat. Et c'est un bijou qui vaut plus de 4 millions de dollars. Sa bague, elle est sur la table de nuit. Elle leur tend. L'un glisse la bague dans sa poche. Il a l'air très content, mais ils en veulent plus. Donc, il crie « monnaie, monnaie, monnaie ». Et en fait, il y en a un qui tombe sur son coffret à bijoux. Un coffret dans lequel il y a une vingtaine de bijoux très beaux. Et ils ont l'air tout contents. Mais elle continue à crier tellement qu'il décide de la ligoter. Donc, il lui attache les poignets, les chevilles et il la bâillonne avec du scotch. Ensuite, l'un d'eux la transporte dans la salle de bain et il la laisse sur le sol. Et puis, il s'enfuit. Un peu plus tard, autour de 3h du matin, la police est alertée. Oui, en fait, c'est la styliste de Kim Kardashian qui a entendu du bruit et qui est terrorisée, s'est enfermée, qui appelle le garde du corps. Et là, la police est alertée et ils arrivent vers 3h30 du matin. Une fois sur place, les enquêteurs constatent que les braqueurs ont laissé beaucoup d'indices derrière eux et ils parviennent à mettre la main sur des images de vidéosurveillance de la rue. Qu'est-ce qu'elles montrent, ces images ? Ils repèrent d'abord, à l'heure des faits, 3 cyclistes qui se dirigent vers l'hôtel. Ensuite, 2 piétons qui arrivent beaucoup plus tard, apparemment 14 minutes plus tard, ce qui est beaucoup. Et ensuite, ils repèrent aussi un peu plus loin, à 450 mètres de l'hôtel, une voiture, une Peugeot noire, dont le chauffeur attend. Ensuite, ils les voient repartir, les mêmes, à peu près à l'heure à laquelle le braquage se termine et où l'alerte est donnée. Donc, en fait, ils ont peu de doutes sur l'idée que l'équipe sur place, elle devait être constituée de 5 braqueurs plus le chauffeur. Ça fait 6. Et sur les images, donc, il y en a 2 en particulier qui sont très reconnaissables. Le chauffeur, d'une part, et l'un des braqueurs présumés, parce qu'il se casse la figure à vélo. Apparemment, il est gêné par son sac dans lequel il y a le butin. Ça s'en mêle dans ses roues, il se casse la figure, il essaie de ramasser les bijoux à la va-vite par terre, et tout penaud, il repart en poussant son vélo, et les images sont vraiment très très bonnes. Dès le lendemain, le braquage, dont le butin s'élève à plus de 6 millions d'euros, fait la une de l'actualité. C'est une très mauvaise publicité pour la capitale. Un braquage au cœur de Paris, dans cet hôtel particulier, et une victime connue dans le monde entier. Kim Kardashian, la vedette de télé-réalité américaine. Reality star Kim Kardashian. Kim Kardashian. Kim Kardashian. Kim Kardashian. Immédiatement, la presse américaine en fait sa une. Quelques jours plus tard, grâce aux analyses ADN du scotch et des colliers de serrage, les liens qui ont servi à ligoter Kim Kardashian retrouvés dans sa chambre, les enquêteurs parviennent à remonter jusqu'à un homme qui s'appelle Pascal Larbi. Qui est-il ? Pascal Larbi, c'est l'alias d'un dénommé Omar Haït Kedash. Cet homme, qui est recherché par la police pour purger une condamnation à 5 ans de prison dans une affaire de stupéfiants, est en cavale. Les policiers se rendent compte donc très rapidement que Pascal Larbi n'est autre qu'Omar Haït Kedash, que celui-ci a un passé judiciaire plutôt étoffé, notamment dans le hold-up. Et donc cet homme d'une 60aine d'années va devenir leur principal suspect, leur première piste. Les enquêteurs décident de ne pas l'arrêter tout de suite. Qu'est-ce qu'ils font ? Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont utiliser vraiment toute la panoplie de ce service de police spécialisé qui s'appelle la Brigade de répression du banditisme et qui a un groupe dédié au braquage, c'est-à-dire mise sur écoute, utilisation de balises, filature, surveillance. Ils vont essayer donc comme ça d'identifier toute l'équipe.
Il identifie aussi un lieu, un bar du 3e arrondissement de Paris. Oui, alors ce bar, il s'appelle le Tabloïd, il est rue de Bretagne. Ce bar est tenu par un certain Florus Herwig qui a une 40aine d'années et il est fréquenté notamment par celle qui est à l'époque l'ex-compagne de Aït Kedash, qui s'appelle Cathy Glotin, mais aussi par un jeune homme qui s'appelle Gary Madar et qui se trouve être le frère du chauffeur attitré de Kim Kardashian quand elle vient à Paris. Et là, ils se disent, c'est dans ce bar que l'équipe a eu le tuyau pour cette affaire, c'est-à-dire l'information qui concerne Kim Kardashian, la date de son séjour. Tous les gens qui fréquentent ce bar et puis tous les gens qui sont autour de Aït Kedash vont être balisés, suivis, et ils se rendent compte qu'ils se rencontrent, comme les bandits à l'ancienne, beaucoup dans les cafés, dans les bistrots, dans les restos de l'Est parisien, vers le 12e, vers la Porte Dorée. Ils ont leur quartier de prédilection. Et ils vont, comme ça, jusqu'au début décembre, prendre en photo 4 personnes qui sont pour eux 4 des braqueurs intervenus le soir des faits, qui sont des vieux de la vieille, des bandits avec des gros casiers qui ont fait des années de prison pour hold-up, pour trafic de stupéfiants. Voilà, en fait, ils sont assez étonnés que des vieux bandits s'en soient pris à cette célébrité. Au fil des écoutes et des filatures, les enquêteurs se rendent aussi compte que les braqueurs ont du mal à revendre les bijoux qu'ils ont volés. Oui, il semblerait que, en fait, ces bijoux sont tellement coûteux, hors de prix, comme cette bague à plus de 3 millions d'euros, qu'en fait, ils sont très identifiés. Ils sont difficiles à fourguer, en fait. Et on pense qu'ils ont fini par écouler au moins une grosse partie du butin, sans doute avec des bijoux dessertis de leur fondu début décembre. En Belgique, à Anvers, qui est connue pour être à la fois la capitale du diamant et un peu la plaque tournante du fourgue de bijoux volés. Un mois plus tard, le lundi 9 janvier 2017, la police lance finalement son coup de filet. Ils interpellent une quinzaine de suspects. Tous sont placés en garde à vue. Est-ce qu'ils reconnaissent les faits ? Eh bien, comme on peut s'en douter, non. À l'exception de 2, ceux dont l'ADN a été identifié sur la scène du braquage. En l'occurrence, il y a Omar Aït Kedash et il y a Younis Abbas, qui lui est l'un des guetteurs présumés, qui faisait le guet dans le hall. Mais ils ne reconnaissent pas tout. C'est-à-dire que le cerveau présumé dit qu'il n'est pas le cerveau et Younis Abbas dit que comme il n'est pas monté à l'étage, il n'a pas séquestré Kim Kardashian. Au mois de février 2017, 4 mois après le braquage, Kim Kardashian est entendue aux États-Unis par la juge d'instruction française en charge du dossier. Qu'est-ce qu'elle lui dit ? Déjà, elle n'a pas voulu venir à Paris parce qu'elle dit qu'elle ne se sent pas en sécurité, qu'elle est traumatisée. C'est pour ça qu'elle est entendue à Los Angeles. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle a eu peur de mourir pendant le braquage. Elle dit qu'elle a cru que c'était des terroristes. Elle a cru aussi qu'elle allait être violée. Et elle a cette phrase qui paraît étonnante, en fait, peut-être pour qui n'est pas Kim Kardashian. Elle dit « Cette expérience m'a ouvert les yeux sur le fait que le monde n'était plus un endroit sûr ». Au moment où elle est entendue, il y a eu ce coup de filet et elle dit aussi qu'elle est fière de la justice française, qu'elle est reconnaissante envers la justice française. Pascal Aigret, on en revient au début de cet épisode de Code Source. Le lundi 28 avril, le procès des braqueurs s'ouvre donc à Paris. Le lendemain, le mardi 29, la cour s'intéresse au parcours de 2 des hommes présents dans l'hôtel de Kim Kardashian dans la nuit du 2 au 3 octobre. Didier Dubruck, 69 ans, et Younis Abbas, 71 ans. Comment ils sont à la barre ? Younis est le premier à se poser à la barre, lui peut se lever et on se rend compte très vite qu'il a le bras qui tremble. C'est le signe de sa maladie de Parkinson. Ce qui est frappant dans ces 2 interrogatoires, ce sont les interrogatoires de personnalité. Donc les accusés sont invités à raconter leur parcours. On juge toujours quelqu'un en ayant aussi une vision de sa vie. Et là, ce qui est frappant, c'est qu'en fait, ils ont le même type d'enfance. Ils ont tous les 2 grandi en Seine-Saint-Denis, dans des familles très pauvres, très modestes, avec des fratries très nombreuses. Ce sont 2 hommes élevés par leur mère et qui sont très vite très autonomes. Je crois qu'il y en a un qui dit on ne naît pas délinquant, on le devient. Le trait commun de ces 2 parcours, c'est le nombre d'années de prison. Il y en a un, Younis Abbas, qui a fait 17 ans et demi. Sa femme dit 40 ans de mariage, 20 ans de prison. Et l'autre qui a passé 23 ans en prison. Younis Abbas a publié un livre en 2021 intitulé « J'ai séquestré Kim Kardashian ». Pourtant, à la barre, il se défend d'avoir brutalisé l'influenceuse.
Oui, alors il explique que en fait, il n'a pas séquestré la star, qu'il ne l'a jamais vue puisqu'il n'est pas monté à l'étage. Alors il reconnaît avoir participé à ligoter le gardien, mais lui il dit moi j'ai jamais séquestré Kim Kardashian, je l'ai jamais vue. Mais il a écrit ce livre et son avocat dit ce livre qui s'intitule J'ai séquestré Kim Kardashian va me donner du fil à retordre parce que moi je vais plaider l'acquittement sur ce chef d'accusation. Qu'est-ce que dit Younis Abbas pour se défendre de ce titre? Il dit non, je ne suis pas fier de mon parcours, j'ai plutôt honte, j'ai fait beaucoup de tort à ma famille, à ma femme, à mes enfants, et j'ai voulu juste raconter ma vérité, et j'ai pas choisi ce titre, c'est l'éditeur, c'était un titre que je trouvais très incriminant. Donc, il y a un décalage qui est assez cocasse. Le lendemain, c'est au tour d'Aomar Haït Kedash, soupçonné donc d'être le cerveau du braquage, d'être interrogé. D'abord, Pascal Aigret, il faut préciser que l'homme de 69 ans s'exprime à l'écrit pendant ce procès. Oui, parce que Omar Haït Kedash a commencé à avoir des problèmes d'audition assez tôt dans sa vie. Suite à la mort de sa première épouse dans un incendie, il s'est retrouvé en décompensation psychiatrique avec des électrochocs. Et ses problèmes de surdité se sont aggravés en détention, ont été mal soignés. Donc, c'est quelqu'un qui n'entend plus et aussi qui a des problèmes d'élocution. La Cour a été obligée de trouver un système pour pouvoir le juger et pour faire en sorte qu'il puisse un minima répondre aux questions et s'exprimer. C'est-à-dire qu'il a devant lui un écran sur lequel défile ce que 2 sténotypistes prennent à l'écrit. C'est toute la retranscription des débats. Et lui, pour pouvoir répondre à des questions, il écrit sur un cahier au stylo bleu. Aomar raconte une enfance pauvre dans les années 60. Oui, Aomar Haït Kedash, c'est le fils d'un homme qui a vécu les tiraillements de la guerre d'Algérie. On est en pleine guerre d'indépendance. C'est un père qui a servi l'armée française militaire et qui est parti en 62 pour la France. Et ils sont mal accueillis. Ils arrivent dans un hôtel miteux du 12e et finalement, ils atterrissent dans un HLM à Cormeilles en Parisie. Il est incarcéré pour une première peine de réclusion pendant plusieurs années à Fresnes. Il en profite pour se former, pour passer aussi un CAP de cuisine. Et c'est ce CAP de cuisine qu'il va travailler énormément dans la restauration, en fait. Et même en Espagne. Ce qu'on soupçonne dans son parcours, c'est que l'Espagne, c'est pas un hasard, c'est pas très loin du Maroc. Et que cette époque du banditisme qui passe un peu du hold-up parce que les banques se barricadent au trafic de stupéfiants parce que ça rapporte plus et qu'au départ, c'est moins risqué, il la vit en allant s'installer en Espagne où il est interpellé, extradé dans les années 2000 pour une affaire de stup et extradé vers la France. Et c'est donc suite à cette affaire qu'Aomar Haït Kedash décide d'endosser une fausse identité. Il a toujours nié son implication dans cette affaire et en 2010, il décide de faire comme si de rien n'était. C'est comme ça qu'il l'écrit au juge, c'est-à-dire de disparaître, quoi. En fait, alors c'est un petit peu étonnant parce qu'il disparaît pas vraiment. Il vit toujours et travaille dans la brasserie qu'il a ouverte à Chelles, en Seine-et-Marne, là où travaillait Pascal Larbi, dont il prend l'identité. Le vendredi 2 mai, Cathy Glotin, l'ex-compagne d'Aomar Haït Kedash, qui a participé à de nombreuses réunions dans les cafés avec la bande de braqueurs présumés, est à la barre. Est-ce que vous pouvez d'abord nous la décrire ? Oui, moi je trouve que c'est une femme qui a un beau visage. Je trouve qu'elle dégage, malgré l'âge, parce qu'elle a quand même 79 ans, qu'elle dégage une énergie assez étonnante. C'est une femme qui a eu une vie professionnelle accomplie. Elle s'est mariée, elle a eu un fils. Ensuite, elle a choisi de travailler dans la mode. Et à la quarantaine, elle tombe folle amoureuse d'un truand dont elle découvre assez rapidement qu'il fait du trafic de stupes et qu'elle va accompagner, en fait, dans ces trafics. La première fois, elle ne le sait pas, elle est condamnée avec lui. La deuxième fois qu'ils tombent ensemble, elle apprend un jour que l'amour de sa vie s'est suicidé en prison. Et quand elle en parle pendant son interrogatoire, elle est encore très, très émue. Elle a vraiment quelque chose d'entier et de très touchant. En fait, ce qui est frappant dans le parcours de cette femme, c'est que quand elle rencontre Haït Kedash, elle n'a pas eu de relation amoureuse, affective depuis une quinzaine d'années et elle tombe de nouveau sur quelqu'un qui a une deuxième vie. Elle sait qu'il est en cavale, c'est très difficile à vivre. Ils vivent pas très longtemps ensemble, mais Cathy, elle est décrite unanimement comme quelqu'un de généreux. Sa maison à Charenton, elle est ouverte à tout le monde. Elle héberge même des SDF. Et donc, elle rend service aussi à Haït Kedash. Elle lui rend service un peu pour tout.
Qu'est-ce qu'elle dit de son rôle dans le braquage ? Elle dit qu'elle savait pas, qu'elle était au courant de rien, que en fait, si elle servait d'intermédiaire, c'est parce que Aït Kedash était en cavale. Elle dit qu'elle dépannait. Elle conteste ce rôle de complice et d'intermédiaire ayant mis tout le monde en relation. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle a présenté tous ses copains, elle en a beaucoup, parce que voilà, elle voit souvent ses amis et qu'elle lui a présenté les gens qu'elle aime. La semaine suivante, les lundis 5 et mardi 6 mai, les policiers de la BRB, la brigade de répression du banditisme qui ont mené l'enquête, sont entendus par la cour. Et ils livrent une toute autre analyse du braquage, loin de l'image des papis braqueurs inoffensifs. Oui, ça c'est vraiment frappant parce que le directeur d'enquête qui dirige ce fameux groupe dédié à la traque des braqueurs, on le sent très agacé par sans doute ce qu'il a lu des comptes rendus de la première semaine d'audience sur les personnalités et il veut vraiment casser cette image de vieux, souffrants, malades qui savent pas faire, quoi. Il dit c'était une belle équipe, ils avaient à l'époque 60 ans, ils étaient en pleine forme, quand même leur coup c'est bien organisé, ils avaient des portables de guerre, on faisait des lignes de téléphone juste utilisé pendant le braquage. Cette idée de venir à vélo, c'est vraiment génial parce que les policiers ne cherchent pas des voleurs à bicyclette quand ils arrivent sur les lieux. Voilà, mais c'est vrai qu'on le sent un brin agacé. Pascal Aigret, quel va être l'enjeu de la suite du procès ? Alors là, c'est mon opinion, ça ne préjuge évidemment pas du verdict de la cour d'assises, mais je pense que l'enjeu, c'est moins la culpabilité, même si beaucoup ne reconnaissent pas les faits, que celle de ce qu'on appelle le quantum des peines, c'est-à-dire la durée des peines. Ils encourent perpétuité, mais est-ce qu'on met des peines très élevées à des gens qui sont âgés et malades ? À mes yeux, c'est plus la question de à combien d'années de prison la cour va décider de les condamner. De son côté, Kim Kardashian a annoncé qu'elle serait finalement présente au procès pour témoigner le 13 mai prochain. Oui, alors cette annonce a déchaîné les passions et l'organisation du procès s'est presque faite autour de la venue annoncée de la star. Il y a 400 journalistes qui sont accrédités. On s'attend à un déferlement de la presse américaine et un peu à la folie ce jour-là. Ce qui est important, c'est que comme dans tout procès d'assises, le récit des parties civiles, donc de la victime, est très attendu parce qu'elle va raconter ce qui s'est passé ce jour-là, le traumatisme qu'elle a subi, ce qu'il en reste aujourd'hui. Elle a déjà un peu dit au magistrat instructeur, quand elle a été entendue pendant l'enquête, que les bijoux, pour elle, c'était plutôt devenu un fardeau et que ce qui était devenu le plus important à ses yeux, c'était de retrouver les siens, c'était de retrouver sa vie de famille et ses enfants. Merci à Pascal Aigret. Cet épisode de Code Source a été produit par Pénélope Gualquirotti, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Et n'oubliez pas notre second podcast, Crime Story, chaque semaine une grande affaire criminelle.